Bonsoir et bienvenue sur France 3, Côte d'Azur. Au sommaire de ce 19-20 régional, la grève de certains postiers dans les Alpes-Maritimes. Ils dénoncent les suppressions d'emplois et les fermetures de bureaux. À Draps, par exemple, ils ont été soutenus par des élus. La distribution du courrier a bien sûr été perturbée sur le département. On verra ensuite qu'il est difficile de trouver une chambre d'hôtel de libre en ce moment sur Antibes-Juan-les-Pins. Les vacanciers, les étrangers notamment, sont arrivés pour quelques jours et les professionnels du tourisme sont ravis, d'autant que la météo est vraiment incertaine. Et puis comme tous les vendredis, des idées de sortie pour le week-end, la page culture avec Magali Roubaud qui nous emmènera à Cannes pour le festival Performance d'acteurs qui commence demain avec les élèves du lycée Bristol et aussi Anne Roumanoff. Mais avant de développer ces titres, cette information de l'agence France Presse, 3 personnes sont dans un état grave après avoir cueilli et mangé des herbes sauvages. C'était hier soir dans les Alpes de Haute-Provence. 2 femmes et un homme dans la région de Castellane ont été transportés par hélicoptère puis hospitalisés dans le coma à Marseille, à Grasse et à Nice. La préfecture des Alpes-Maritimes et de Haute-Provence précise que l'intoxication alimentaire n'a absolument rien à voir avec la bactérie Escherichia coli dont on parle en ce moment pour tous les légumes en Europe. Et puis, autre information qui vient de nous parvenir, toujours de l'agence France Presse. Donc, après l'identification du corps de Stéphane Franz Di Rippel, vous le savez, c'est ce directeur du Novotel d'Abidjan dont le papa, dont le père habite Biot. Eh bien, son corps a été retrouvé il y a 48 heures et selon les premières constatations, Stéphane Franz Di Rippel a été torturé puis exécuté. Vous le savez aussi, les partisans de l'ancien président Gbagbo en Côte d'Ivoire sont bien sûr soupçonnés de cet acte. Vous n'avez peut-être pas reçu de courrier ce matin dans vos boîtes aux lettres. Si vous habitez certaines communes des Alpes-Maritimes, un mouvement de grève touche 18 bureaux selon les syndicats, 5 selon la direction. En fait, les salariés contestent les suppressions d'emplois, les fermetures de bureaux. Et à Draps, par exemple, ils sont soutenus par certains élus. Bernard Persia, Didier Beaumont. La défense du service public postal, tel est le cœur des revendications aujourd'hui. Un service public menacé par des baisses d'effectifs permanentes, par des fermetures de postes ou encore par des départs à la retraite non remplacés. Résultat, sans effectifs suffisants, la mission n'est plus remplie. Aujourd'hui, on regroupe plusieurs bureaux avec un seul chef d'établissement. On récupère des emplois de cadres. Et sur Draps, on revendique bien sûr le maintien du bureau ouvert 6 jours sur 7. Avec les horaires et bien sûr un emploi minimum qui permettrait de rendre un service de qualité, de proximité et d'aménagement du territoire. À Draps justement, où la mairie soutient sa poste, la direction justifie la fermeture du bureau 2 après-midi par semaine en s'appuyant sur une baisse d'activité annuelle de 6%, d'où la nécessité d'adapter les horaires à la fréquentation. Ce n'est pas justifié à plusieurs titres, déjà pour une question de service public, de service rendu à la population. Et c'est un bureau qui ne désemplit pas et qui dessert 2 villages, Draps et Cantaron qui est en face, c'est-à-dire autour de 5000 habitants. Si les syndicats signalent la fermeture aujourd'hui de 18 bureaux dans la vallée du Paillon ou dans le secteur d'Aspremont, la direction n'en signale que 5 autour de la Trinité. Quant aux facteurs en grève, dans le reste du département, la CGT en revendique en moyenne 70%, la direction aux alentours de 30%. Une chose est sûre, le dialogue social va devoir reprendre dans les prochains jours. Traditionnellement, vous le savez, le week-end de l'Ascension est un week-end majeur en matière de tourisme et d'impact économique pour tous les hôtels et les restaurants de la région. Gros plan ce soir sur Antibes-Juan-les-Pins qui reste une destination leader sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, il était très difficile de trouver une chambre d'hôtel sur tout le secteur. Donc, malgré une météo d'ailleurs incertaine. Catherine Liult avec Richard de Silvestro. Un rayon de soleil entre 2 nuages et voilà des touristes un peu désemparés qui adaptent leurs loisirs à une météo aléatoire. Il fait pas très beau. C'est dommage, mais bon, on fait avec. Il y a un beau nuage qui s'est mis en place, ça fait un peu rager, oui. Rageant aussi pour les plagistes, il y en a 45 à Antibes-Juan-les-Pins. Difficile d'installer des matelas quand le temps menace, alors en ce pont de l'Ascension, un maître mot, l'adaptation. Et le téléphone ne sonnera pas, les touristes viendront sans réservation. Perdre un week-end comme l'Ascension, alors qu'on a eu une météo extraordinaire pendant 2 mois et qu'on voit qu'au nord de la France il fait grand soleil alors qu'ils voudraient de la pluie et que nous on voudrait le soleil, on a la pluie, ça fait râler. Et si les plagistes sont pénalisés, il semblerait qu'ils soient bien les seuls. Le secteur d'Antibes compte 800 restaurants et 3000 lits. Difficile de trouver une chambre ce week-end.
Pour tout notre secteur, ce qui est Antibes-Juan-les-Pins, Valoris-Golgian, Biot, Valbonne, les hôtels sont pleins. Ce matin, j'ai fait regarder avec nos collègues. On peut annoncer entre 95 et 100% pour même des grands établissements 5 étoiles qui annoncent du 100% de taux de remplissage. Et en ce long week-end de juin, ce constat qui se confirme d'année en année, les clients réservent à la dernière minute, souvent en fonction du facteur météo. Cette fois, le soleil jouera à cache-cache, il faudra faire avec. Dans l'actualité, en bref aussi, retenez d'abord cet accident du LM à Tende ce matin. 2 personnes légèrement blessées ont été transportées à Nice par le peloton de gendarmerie de haute montagne qui est donc intervenu sur place. Direction Grasse maintenant avec des lycéens niçois qui se sont rendus dans une maison de retraite. Ils ont en fait proposé un spectacle devant des personnes âgées pour les divertir, pour les sortir du quotidien. Et c'était en même temps un travail scolaire sous les yeux de leurs professeurs. Catherine Yoult avec Benoît Lotte. D'un côté, les pensionnaires forcément âgés d'une maison de retraite. De l'autre, 4 comédiennes en herbe qui ont le trac, comme avant chaque représentation. Tu vas être pieds nus pour Antigone. Toi aussi, tu vas être pieds nus pour Antigone. Car ces jeunes filles de l'atelier théâtre du lycée professionnel Magnan vont jouer pour la première fois devant des retraités, tous malades d'Alzheimer. Prisca, pour l'atelier, tu garderas tes frères. Il y a beaucoup d'émotions en fait, surtout. On n'a pas l'habitude d'être en contact avec des personnes âgées et là ça fait bizarre en fait, ça choque. On sait qu'ils vont être contents de nous voir jouer, que ça va leur faire quelque chose au cœur, mais ils ne vont pas comprendre ce qu'on va jouer. Ajoutons à cela une scène qui n'en est pas une. Des fois il y a des petites prises de repères à faire, mais une fois que l'espace est vu, on fait front. Antigone, c'est la mère de jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dressait seule en face de créant son oncle qui est le roi. Et malgré le trac, malgré le public bruyant, Prisca, Marie, Iliana et Solène interpréteront magistralement des textes de Jean Anouilh, Yasmina Reza ou Jean-Claude Grimbert. Des scènes qu'elles répètent tous les jeudis le temps de quelques heures avec leur professeur, mais aussi avec un comédien du théâtre de Nice. Cette fois, il faudra forcer la voix, le public le demande. Il y a des personnes qui vont comprendre complètement la pièce, d'autres qui vont être là et qui vont être contents qu'il y ait des plus jeunes qui viennent. Et ça leur fera plaisir et ça leur fait beaucoup de bien. À qui tu parles en ce moment ? Le spectacle ne durera qu'une vingtaine de minutes. Un bel échange intergénérationnel et ce cadeau des pensionnaires aux comédiennes. En France, c'est bien connu, tout finit en chanson. Je chante avec toi, liberté. Si vous aimez les focacce, le mascarpone ou la coppa, vous pouvez aller à la 7e édition de l'Italie à table qui se tient à Nice ce week-end. C'est un rendez-vous organisé par la Chambre de commerce transalpine et il y a des marchands de spécialités italiennes venus proposer leurs produits et aussi les faire goûter. Bernard Persia, Frédéric Seruli. Avec ses plus de 100 000 visiteurs par an, l'Italie à table est devenue en 7 ans un vrai carrefour gastronomique entre nos 2 pays frontaliers. L'occasion pour la centaine d'exposants transalpins, la plupart artisans, de venir faire connaître leurs produits phares. L'Italie n'a pas de système de grande distribution. Elle a un système vraiment de petites entreprises, des produits typiques, qui, avec des manifestations comme ça, ils arrivent à trouver un débouché chez un grand hôtel, chez un restaurant. Ce n'est pas seulement de la vente au grand public, on a tous les grands chefs qui viennent ici chercher des produits qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir dans la distribution ordinaire. Faute de grande distribution, dans ce pays qui compte quelques 5 millions de PME, le marché de la Côte d'Azur représente un intérêt économique évident dont l'Italie à table constitue un élément clé. Nous sommes partis de 5% pour arriver à 20% de notre chiffre d'affaires annuel. Nous avons une petite entreprise, donc l'Italie à table, pour nous, c'est un petit grand marché. Un marché porteur quand on sait combien la cuisine italienne est présente dans le quotidien des familles azuréennes. On fait des pâtes à la bolognaise, on fait des trucs comme ça, donc la polente aussi, on le fait aussi avec les rognons. Vous diriez quoi la différence entre la cuisine française et italienne? Mais ça dépend des régions de France, parce que quand vous êtes dans le midi, ça ressemble un petit peu, c'est l'huile d'olive, les tomates, les poivrons, le ratatouille, tous ces trucs-là. Vous allez vers le nord, c'est pas du tout la même cuisine. Hein. C'est plus goûteux de le sud, voilà, quand même. L'Italie à table se tient jusqu'à dimanche dans les jardins Albert Ier de Nice de 10h à 20h et l'entrée est gratuite.
Allez, 2 mots de sport maintenant, avec d'abord du foot et l'ancien joueur monégasque Kamel Meriem qui a signé donc pour 2 ans à Nice. Kamel Meriem, il a 31 ans, il avait marqué 2 buts cette année à Arles-Avignon. Et puis en rallye, une nouvelle assez surprenante, c'est le retour en WRC, donc du rallye de Monte-Carlo après 3 ans d'absence. Monte-Carlo qui était en IRC, en fait la catégorie WRC, c'est la catégorie qui voit évoluer les meilleurs du monde, style Sébastien Loeb ou Mikko Hirvonen. Eh bien, c'est certainement l'arrivée de la Grassoise Michèle Mouton à la tête de la commission WRC qui est à l'origine du processus qui devrait faire plaisir à tous les passionnés. Ce sera le 20 et le 22 janvier 2012. Le sport toujours avec du triathlon cette fois totalement vert, natation, vélo, course à pied en pleine nature au lieu du bitume que l'on voit souvent dans ce type d'épreuve. C'était hier autour du lac de Saint-Cassien. Gérard Pilon, Fred Tissot. Le départ a été donné sous une pluie battante. Les 260 triathloniens étaient déjà mouillés quand ils ont plongé dans le lac de Saint-Cassien. 1500 mètres de natation pour cette première épreuve de ce triathlon de courte distance en pleine nature. J'ai monté un club de sport au sein de la gendarmerie de Grasse en 2007. Et j'ai tout de suite adhéré à l'idée de monter une épreuve sportive, quelle qu'elle soit. C'était surtout tourné sur la nature et l'environnement durable. Étant donné qu'ici sur la Côte d'Azur c'est très difficile d'avoir des autorisations pour fermer les routes, on a décidé de s'orienter sur un triathlon d'hiver, donc d'où le nom Trivert, qui nous permettait de pouvoir faire une épreuve sans couper les routes et sans gêner la circulation routière. Préoccupation normale pour un gendarme qui plus est champion régional de triathlon, participant régulièrement à l'Ironman d'Hawaï. Après la pluie, c'est dans la boue que les concurrents disputent l'épreuve de VTT sur un parcours de 30 km. 30 km pour un parcours VTT, ça reste raisonnable. C'est vrai qu'après, quand on enchaîne la natation, le VTT et la course à pied, je pense que pour certains, ça a dû être dur. Après l'épreuve VTT, c'est la course à pied sur une distance de 10 km. Le Trivert se court en individuel et par équipe. C'est aussi une épreuve mixte, ouverte aux professionnels comme aux amateurs. Pour moi, le but, c'était de récupérer pas mal de triathlètes qui faisaient les 3 disciplines. C'était un sacré challenge. Et c'est vrai que le parcours, bon, avec ce qu'il a plu ce matin, c'était légèrement boueux. Mais quel régal et quel plaisir de pouvoir passer des triathlètes qui font les 3 épreuves. Ils ont vraiment du mordant et c'est vraiment bien, quoi. Le premier senior, Hassan Chaud du club Saint-Raphaël Triathlon, a remporté le Trivert de Saint-Cassien en 2h23 minutes et 41 secondes. La première femme, vice-championne junior 2006, arrive avec un très bon score de 2h54 minutes et 19 secondes. Je m'attendais à avoir très mal et à avoir quelques parties techniques. Et en fait, au moment de la course, on ne réfléchit pas, ça passe tout seul. Et puis, c'était très bien balisé, donc l'organisation était vraiment bien. Rendez-vous en 2012 pour le 4e Trivert de Saint-Cassien, toujours le jeudi de l'Ascension. Comme tous les vendredis, la page culture de ce journal avec la performance des acteurs à Cannes pour une semaine de comédie, souvent en solo d'ailleurs. On va retrouver Magali Roubaud avec un coup de projecteur particulier sur les élèves du lycée Bristol de Cannes qui se produiront demain, juste avant Anne Roumanoff. Non mais lui, depuis qu'il est manager, il dream éveillé. Attends, je suis arrivée une fois à l'heure depuis, il aimerait que ça se reproduise tous les jours. Attends, je m'excuse, mais si le travail c'était tellement bien, pourquoi on te paye pour le faire? C'est Anne Roumanoff qui va ouvrir ce festival Performance d'acteurs, ici même au Palais des Festivals à Cannes. Ce sera demain soir. C'est Stéphane Guillon qui terminera la manifestation vendredi. Entre-temps, beaucoup d'humour, beaucoup de comiques sur scène. Oui, entre-temps, plus d'une vingtaine de spectacles dans toutes les salles de la ville, dans les MJC, Palais des Festivals, le Théâtre Croisette, un peu partout, avec des jeunes comédiens qu'on va découvrir, que le public ne connaît pas encore, et puis d'autres qu'on va retrouver, qu'on connaît bien et qui ont souvent démarré à Cannes. Donc une vingtaine de spectacles avec chaque année du monde, ça veut dire que le rire est encore bien sûr indispensable. Vu la période assez anxiogène qu'on traverse, oui, je crois que les gens ont envie de se détendre, ont envie de rire. D'autant plus que l'humour prend en compte le commentaire de l'actualité et puis que voilà, il y a des choses qu'on présente qui sont très joyeuses, très colorées, très gaies, très musicales. Donc oui, je crois qu'on est bien dans notre période là. Donc il y aura une soirée des révélations lundi. Je vous invite à aller sur le site
aussi de performances d'acteurs pour avoir le détail, 3 spectacles ou 4 par soirée. Et puis pour l'ouverture, un petit événement local avec des lycéens de Bristol. Avec des lycéens de Bristol avec lesquels on travaille depuis un petit moment, avec une compagnie professionnelle qui vient tout au long de l'année. Et voilà, ça c'est un axe du festival, c'est d'essayer de transmettre la passion de l'art vivant. Alors on travaille beaucoup avec les jeunes et on travaille beaucoup avec les écoles et les lycées. Donc, le festival performance d'acteurs qui accueillera en ouverture à 18h30 Leçon de rire façon Molière. Ils sont en train de répéter à quelques kilomètres de là. On vous les présente en quelques secondes. Vous marchez dans tel parc, on m'a à peine à vous suivre. Laissez la brûler, ne venez pas plus loin. Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin. De ce que l'on vous doit envers vous, on s'acquitte. Mais, ma mère, d'où vient que vous sortez si vite? Votre complaisance pousse un peu trop avant la libéralité de ces louanges. Et nous n'avons garde de donner de notre sérieux dans le doux de votre flatterie. Le thème de ce spectacle, c'est le rire chez Molière, parce que j'estime, moi en tout cas en tant que comédien, que si on a la prétention de faire rire sur scène, il nous faut ce maître-là qui a pris des risques énormes et qui a aussi su traiter le rire dans toutes ses formes, dans la farce, dans la comédie-ballet, voire même le théâtre politique. Quelque assassinat de ma franchise. Je vois ici des yeux. C'est un peu le résultat de ces quelques années de travail en collaboration avec Performance Acteurs et surtout avec le lycée Bristol. Il nous fait cet honneur-là, je pense qu'on va être à la hauteur. Comme chaque vendredi, 3 idées de sortie, actualité oblige, spéciale performance d'acteurs, avec mardi un événement, une création. Jean-Claude Dreyfus, le comédien, présente pour la première fois un spectacle qu'il a écrit entièrement sur Raymond DeVos. Plus près de nous dimanche, 2 spectacles d'humoristes au féminin, avec Agathe Delaboulée. Qu'est-ce que j'ai exactement comme déformation? Oh, je t'ai déjà expliqué, c'est très mal élevé de poser des questions. Toi aussi, t'en as marre? Hop, 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 laisse-le tranquille. C'est le neurone espoir, il est foutu, t'as trop tiré dessus. Enfin, Sophia Aram, chroniqueuse humoriste sur France Inter, qui a succédé à Stéphane Guillon. Elle nous présente dimanche également sa crise de foi. Mon mari et moi, on est de cultures, d'origines, de religions totalement différentes. Alors, il me demandait s'il pouvait m'embrasser après avoir mangé du saucisson. Moi, je répondais oui, bien sûr, à condition que tu m'autorises à te circoncire avec les dents. Tout ce que l'on peut souhaiter, c'est une crise de rire pendant ce festival Performance d'acteurs à Cannes. Donc encore une représentation avec le Théâtre de Grasse qui terminera sa saison mardi et mercredi à la Roquette-sur-Sienne pour un spectacle original. C'est en fait un spectacle sous chapiteau avec le résultat de 2 années de travail des élèves du Centre de formation des métiers du cirque Piste Azur. C'est un reportage de Magali Roubaud et de Benjamin Courtado. À 20 ans, Alexia a des ailes. Elle va enfin présenter au public le résultat de son travail à l'école du cirque de la Roquette-sur-Sienne. C'est mon numéro, ça s'appelle, je l'ai appelé Joie. J'essaie de transmettre la joie. Mon personnage, il est joyeux, il chante. À la rentrée, Alexia veut poursuivre ses études à l'école nationale du cirque de Stockholm. Violaine a 23 ans. Sûre de sa vocation, elle espère trouver une compagnie intéressée par son numéro, l'acrobatie le long d'un mât. J'ai fait une licence en fait en biologie et après j'avais le choix entre faire un master ou rentrer dans une école pro de cirque. Et j'ai choisi le cirque parce que moi, c'est vraiment une passion que j'avais envie de développer. Installée dans ce chapiteau depuis 2004, Piste d'Azur forme chaque année une douzaine de jeunes qui ont choisi un métier qui les fait rêver, quel que soit le milieu dont ils viennent. Le cirque c'est ouvert, c'est beaucoup ouvert depuis le début, depuis les années 80. C'est ouvert à tout un tas à la fois de disciplines artistiques, le théâtre, la musique, la danse, mais tout un tas de gens complètement différents qui viennent d'horizons complètement différents. Laure a déjà travaillé dans une compagnie. Elle a intégré la formation pour compléter ses connaissances. Ici, elle découvre autre chose. Quand je suis rentrée dans l'école, c'était pas du tout ma discipline. Je voulais faire des portées acrobatiques. Et puis finalement, j'ai pas trouvé de porteur. Et le fil de fer, ça m'a beaucoup attirée pour la dureté, pour pas mal de choses. Enfin, c'est assez franc comme discipline. Cette promotion Piste d'Azur est à 99% féminine.
La femme, c'est le thème choisi pour le spectacle de fin d'études. On y croisera sur la piste le destin de chacune de ces artistes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Comme tous les soirs, on va rappeler les principaux titres que nous avons développés avec d'abord ces 3 personnes ce soir dans un état très grave dans les hôpitaux de Marseille, de Grasse ou de Nice. 2 femmes et un homme hospitalisés après avoir cueilli et mangé des herbes sauvages. La préfecture des Alpes de Haute-Provence précise ce soir que l'intoxication alimentaire n'a absolument rien à voir avec la bactérie Escherichia coli dont on parle en ce moment pour tous les légumes en Europe. Rendez-vous important à partir de demain, comme tous les samedis, sur France 3 Côte d'Azur. La sécurité routière, ce sera le thème de l'émission La Voie est libre, les radars sur les Alpes-Maritimes et le Var. Une émission présentée à partir de 11h30 par Pascal Massa. Comme tous les soirs aussi, une pensée particulière pour tous les otages français retenus dans le monde et notamment nos confrères journalistes de France 3, Hervé et Stéphane et leurs 3 guides enlevés puis retenus en otage en Afghanistan depuis maintenant 521 jours. Excellente soirée, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'info régionale tout à l'heure dans le Soir 3 avec le résumé